Écoutons, si vous voulez, Kylian Mbappé, parce que c'est vrai que ça fait parler. Je suis contre les extrêmes qui nous divisent, dit-il. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Et je pense que vous en avez pleinement conscience ici, mais peut-être qu'il y a plein de jeunes qui en ont pas forcément conscience, pas consciemment, mais inconsciemment. Quand on voit le taux d'abstention, que ce soit dans les campagnes, dans les banlieues, partout, c'est pour ça que j'essaye de donner la voix pour vraiment parler à ces gens de ma génération, parce que j'ai été dans cette caractéristique-là, étant plus jeune, de se dire ma voix, elle va pas changer. Si, la voix, elle va changer, et l'importance et l'urgence de la situation fait qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se cacher. On dit souvent qu'il faut pas mélanger politique et foot. Je suis d'accord quand ça concerne des broutilles, mais quand c'est des situations comme celle-ci, c'est très important. Et c'est plus important, comme j'ai dit, que le match de demain. Et c'est une vérité, et j'espère qu'on m'en voudra pas, parce que aujourd'hui le pays il est dans une situation qui est très importante. Bon, on sait que Kylian Mbappé a une proximité avec le président de la République. On peut imaginer effectivement qu'il soutienne le président de la République. C'est en tout cas ce qu'il dit lorsque on l'entend. Jacques Vendroux, je vous ai entendu ce matin. Vous trouvez ça formidable? Moi, je trouve ça très bien. Franchement, je ne suis pas du tout gêné. Je ne suis pas surpris qu'un certain nombre de sportifs l'ouvrent enfin. C'est-à-dire qu'on a reproché depuis 40 ou 50 ans que les sportifs ne parlent pas, qui restent dans leur monde, qui restent dans leurs secrets, qui restent dans un milieu qui est quelque part un peu surprenant. Mais moi, je trouve que là, c'est très bien que Mbappé ait parlé, c'est très bien que Marcus Thuram ait parlé, c'est très bien qu'il y ait ces grands éditos dans l'équipe, dans le site de l'équipe avec Yannick Noah, Gabar, enfin des gens qu'on connaît tous. Non, mais quand vous dites c'est très bien, je trouve très bien qu'il l'ouvre. Voilà. Est-ce que vous ratifiez, par exemple, ce qui est écrit la tribune de l'équipe, elle peut quand même surprendre. Non, attendez. Je ratifie rien du tout parce que moi, mon métier, je suis pas politique. Voilà. Moi, je dis simplement enfin. Non, mais... les sportifs l'ouvrent en disant donc, attention, il y a des rendez-vous importants. Le 30 juin. Et le 7 juillet, attention, il faut pas se gourer. C'est tout. Il faut pas se tromper. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord lorsque, par exemple, les sportifs disent n'oublions jamais les leçons du passé, le nazisme et l'antisémitisme ont conduit à des atrocités inimaginables, y compris des génocides. Le Rassemblement national puise ses racines dans ses idéologies. Non, je suis pas d'accord avec ce genre de propos, évidemment, mais je trouve. C'est la tribune. Non, mais attendez. On va pas. Moi, je pose une question. Vous avez le droit de répondre par répondre. Je vais vous répondre. Donc en fait, vous trouvez bien qu'il parle, voilà, mais sur le fond, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec les propos que vous venez de lire. Ils ont signé, mais peut-être que... Enfin, écoutez, non, Jacques, non, mais attendez, moi je suis pas convaincu. Je dis simplement. Vous n'êtes pas convaincu de quoi? Moi je dis. Ils ont signé. Ils sont d'accord avec ces propos. Moi je suis un petit peu demeuré, je suis un petit peu simpliste, etc. Donc moi je vais vous dire les choses telles que je les vois. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, moi j'adore le sport, j'adore le football. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs l'un des grands points communs que nous avons avec Julien Audoul. Voilà. Et on parle souvent, d'ailleurs régulièrement. Et je dois vous dire simplement que moi je suis enfin content que les sportifs l'ouvrent. Oui, mais parlez dans le micro. Je suis d'accord avec vous, mais encore faut-il l'ouvrir à bon escient. Ce que je veux vous dire... Ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet essentiel, parce que quand on compare le Rassemblement national au nazisme, je suis pas sûr pour que la société française, ce soit une bonne chose, pour tout vous dire. Mais je crois que c'est une grosse connerie. Bon, alors, je pense que c'est pas sûr que ce soit une bonne chose. Mais Kylian Mbappé, d'abord, Kylian Mbappé. Julien Audoul. Je confonds Julien Audoul et Kylian. J'aimerais beaucoup, mais malheureusement, ça va mal. Je ne marquerai pas de but ce soir. D'abord, vous, votre sentiment, il a le droit de parler, Kylian Mbappé, moi je trouve ça plutôt bien, il n'engage pas l'institution. Sur CNews, la valeur cardinale, c'est la liberté d'expression n'a pas de prix. Voilà, c'est le slogan de CNews. Là, je suis sur Europe 1, c'est le slogan de CNews. Donc, c'est pas moi qui vais reprocher à Kylian Mbappé de parler. En revanche, l'institution fédération, c'est autre chose. Mais il est joueur, il est citoyen, et il n'engage pas l'institution, à mon sens. Les sportifs sont des citoyens français comme les autres, et leur voix compte, pas plus, mais pas moins que les autres. Donc que Kylian Mbappé et d'autres sportifs donnent leur avis, leur opinion sur les élections, sur la politique, ils en ont tout à fait le droit. Moi, je suis entièrement d'accord avec les propos qu'il a tenus.
je suis également, et Marine Le Pen et Jordan Bardella sont contre l'extrémisme. Nous sommes contre l'apologie du terrorisme. Nous sommes contre la violence. Nous sommes contre la censure de certains médias qui ne sont pas de gauche. Nous sommes contre la division des Français. Nous sommes contre l'antisémitisme. Tout ce qui est porté aujourd'hui, excusez-moi de le rappeler, par la France insoumise, par l'extrême gauche et par ce nouveau front populaire qui ne devrait jamais porter ce nom parce que je pense que Léon Blum devrait se retourner dans sa tombe. Donc je suis effectivement d'accord avec cela. En revanche, il faut faire une différence avec la tribune scandaleuse, non pas d'anciens sportifs, mais de nouveaux militants politiques d'extrême gauche, dans un papier d'extrême gauche, d'un journal d'extrême gauche, L'Équipe, qui associe le premier parti de France, qui a rassemblé 13 millions de Français à la présidentielle, qui a rassemblé 31% des Français aux élections européennes, qui l'associe au nazisme et au génocide des Juifs. C'est tout à fait scandaleux, honteux, insultant pour tous nos compatriotes, et ces parallèles, encore une fois, n'ont plus lieu d'être dans notre démocratie et devraient être condamnés par tout le monde. On va marquer une pause et ça sera ce qui est vrai. Et moi, je témoigne toujours de la réalité de ce que je connais. Je connais l'Équipe, je connais la rédaction de l'Équipe, je connais les journalistes de l'Équipe. C'est vrai que ces gens-là penchent à gauche et souvent très à gauche, disons-le, puisque j'ai vécu et je vis avec eux depuis bien longtemps. Le tweet d'ailleurs de Vincent Duluc allait dans ce sens-là après l'intervention de Marcus Thuram. C'est une réalité de nos métiers. Ça va souvent au-delà de l'Équipe. C'est vrai que la presse française est dominée intellectuellement par un journalisme de gauche. C'était une tradition qui est devenue ces dernières années parfois ou souvent d'extrême gauche. Il est 11h14, je vois Jacques Vendroux, il me regarde. C'est pas vrai ce que je dis ? Est-ce que c'est vrai ? Mais bien sûr que c'est vrai, évidemment que c'est vrai, évidemment, voilà. évidemment. 11h15. Les donneurs de leçons, je veux dire, ça date pas d'aujourd'hui, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, il faut faire avec. Ils sont essentiellement à gauche. Et en règle générale, ils sont à gauche. Il est 11h16. Merci, à tout de suite. Béatrice va être là juste avant quand même, Monsieur Oudou. Je vous trouve bien calme aujourd'hui parce que j'avais un tweet. Le citoyen Marcus Thuram n'a jamais dit un mot pour exprimer sa tristesse quand Thomas, Lola et toutes les autres jeunes victimes ont été massacrées par la racaille. Ras-le-bol de ces donneurs de leçons privilégiés qui prennent les Français pour des imbéciles, et vous réagissiez à la prise de position de Marcus Thuram. Vous étiez un peu plus sévère sur les réseaux qu'à ce micro. Mais Marcus Thuram a eu un propos un peu différent. Il a pris clairement fait et cause contre le Rassemblement national et il est sorti de son devoir de réserve qui devrait être la norme pour tout joueur de l'équipe de France. Je tiens à dire pour Marcus Thuram, je vais vous raconter ma vie, c'est une anecdote que j'avais peut-être racontée à Jacques Vendroux. Quand j'étais jeune, donc je suis fan de foot, j'avais un immense poster de son père au-dessus de mon lit. Un immense poster, pour moi, j'adorais depuis France-Croatie Lilian Thuram, qui était pour moi un modèle. Et j'ai découvert, enfin je savais qu'il était de l'équipe de France, j'ai adoré ce joueur. Et à cause des positionnements idéologiques, racialistes de Lilian Thuram, j'ai découvert qu'il était noir. Je ne savais pas qu'il était noir. Pour moi, il était bleu, blanc, rouge. Pour moi, il appartenait à l'équipe de France. C'était notre patrimoine, c'était un trésor. Et ces positionnements politiques, idéologiques, pour moi, étaient hallucinants et je les trouve dangereux. Et c'est dommage que son fils reprenne le flambeau, non pas du grand joueur qu'a été son père, de ce grand latéral droit qu'a été son père, mais plutôt du militant racialiste qui, aujourd'hui, divise et fracture notre société. Alors Béatrice qui était annoncée au micro d'Europe 1, eh bien elle est avec nous. Vous êtes chef d'entreprise, je crois, Béatrice. Oui, bonjour Pascal, bonjour. Bonjour, à tous. Vous nous appelez d'où ? De Touraine. De Touraine. Est-ce qu'on peut connaître votre positionnement politique ? Absolument. Alors, moi, je voulais réagir et je suis assez agacée en fait. C'est la première fois que je passe à l'antenne, donc c'est vous dire. Manifestement, si on ne peut pas connaître votre positionnement politique. Si, vous allez connaître. Moi, je voulais réagir sur la réaction de Monsieur Mbappé. Donc déjà, moi, j'en ai ras-le-bol des donneurs de leçons condescendants. Je trouve très bien que Monsieur Mbappé ait une conscience politique. Je trouve très bien qu'il invite les jeunes à voter. Mais concernant son opinion et donc en fait ses consignes de vote, c'est là où je dis non. Je dis basta. Donc il parle certes des extrêmes sans les citer, donc ça aurait été peut-être bien à ce moment-là puisqu'il a décidé de prendre la parole qui développe, mais effectivement, comme ça vient d'être dit, il a clairement soutenu Marcus Thuram qui lui par contre pointait clairement le RN. Et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que c'est quand même hallucinant. Le RN est arrivé en tête dans 93% des communes françaises aux élections européennes. Ben, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, si je ne me trompe, d'accord ? Que je sache, le RN n'a pas fait un putsch, d'accord ? C'est un choix démocratique des électeurs et la démocratie, ça commence par le respect des votes.
D'accord. Et pour aller dans le développement clair et synthétiser ce qu'a dit Monsieur Mbappé, à un moment donné, il parle de valeurs. Mais alors, je suis pas une spécialiste du foot, mais j'ai quand même des oreilles, j'écoute, je regarde. Il s'est quand même très bien accommodé des valeurs du Qatar pendant 7 ans. D'accord. Donc certes, on est loin des considérations politiques françaises, mais tout de même, c'est un peu facile cette amnésie de la conscience. Et ça, vraiment, moi, ça me fait faire des sauts de cabri sur des gens qui ont une vie qui est à des années-lumière du quotidien des Français. Monsieur Mbappé, je suis très contente pour lui. Il va vivre en Espagne dans une résidence luxueuse, sécurisée, avec des salaires stratosphériques. Très bien, très bien. Mais le quotidien des Français, c'est pas ça. Le quotidien des Français, c'est que la fin du mois, elle est le 10 du mois maintenant. Ils ont des préoccupations. On parle beaucoup du pouvoir d'achat dans les médias. On parle aussi de l'insécurité. Mais c'est de plus en plus. Et je pense que là, il s'est passé des choses très importantes. Et personnellement, je pense qu'il est important... Bon, vous allez voter manifestement plutôt à droite. Exactement. Bon, et vous allez voter plutôt LR, plutôt Rassemblement National, plutôt Reconquête? Je vais voter Rassemblement National. Bon, mais ce qui m'intéresse toujours, que je peux vous demander votre âge, Béatrice? Oui, je vais bientôt avoir 58 ans dans un mois. Votre parcours politique, donc la première fois que vous avez voté, ça devait être en 88 sans doute. Pour une présidentielle. Alors, vous aviez voté Chirac à ce moment-là, Jean-Marie Le Pen, ou vous aviez voté... Non, Chirac. Bon, vous aviez voté... Et en 95, vous aviez voté Chirac encore? Oui, exactement. Bon, et en 2002, vous aviez voté pour qui? Chirac? Alors, oui. Bon, et donc, et en 2007, vous aviez voté Nicolas Sarkozy? Oui. Bon, alors le basculement, vous l'avez fait quand? En 2012 pour la réélection de Nicolas Sarkozy ou la non-réélection? Exactement. Donc en 2012, vous n'avez pas voté ce jour-là pour Nicolas Sarkozy? Exactement. Et depuis 2012, vous avez voté pour le Front National. Bon, alors en posant les questions, je devinais parfois un peu les réponses parce que c'est un parcours effectivement un peu classique de gens qui ont quitté la droite pour aller au Rassemblement National parce qu'ils avaient le sentiment, à tort ou à raison, là encore, que le RPR, puis l'UMP, puis les LR ne traduisaient pas leurs aspirations. C'est ça au fond, Béatrice? Oui, c'est tout à fait ça. Et ça va être un lieu commun, mais on a entendu dire ces derniers temps, on a tout essayé, donc on va essayer autre chose. Mais même si on n'est pas tout à fait, moi je suis pas à 100% en accord total avec ce que propose le Rassemblement National. Mais si je fais ma petite liste des plus et des moins, ce que j'attends, ce qui s'est dégradé, ce qui pourrait être amélioré, eh bien finalement il y a quand même un peu plus de plus. Monsieur Odoul, vous êtes souvent attaqué sur le régime économique. On vous taxe parfois d'être socialiste, voire communiste. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de démagogie, et même beaucoup de démagogie, sans doute, aujourd'hui, avec des promesses, on rase gratis, notamment sur la retraite. De revenir sur cette réforme des retraites, alors qu'en France, on ne travaille sans doute pas assez, va vous poser un problème de réalité si tant est que vous soyez au pouvoir. Non, je ne le pense pas. Vous revenez sur la réforme des retraites? Notre proposition, bien sûr, avec 40 annuités travaillées, donc départ à 60 ans ou 62 ans, en fonction de l'âge où on a commencé à travailler. Il y a consensus pour dire que même la nouvelle réforme, mais on en parlera après la pause, elle n'est pas assez efficace. Il faudrait sans doute encore travailler plus. Non, mais tout ça, c'est la logique ultralibérale. On peut rentrer dans le détail, mais tout cela, évidemment... il va falloir trouver de l'argent. Fragilise toujours les mêmes, pénalise toujours les mêmes, ponctionne toujours les mêmes. Non, ce qu'il faut, c'est effectivement remettre les Français au travail, leur permettre de pouvoir si vous remettez les Français au travail et que vous les mettez plutôt à la retraite, c'est assez paradoxal. Quand vous avez commencé à travailler à 18 ans, 20 ans... Oui, mais dans ce cas-là, ça existait déjà avec François Hollande, ça, la pénibilité. Encore une fois, nous, ce que l'on souhaite, c'est une réforme juste, une réforme qui permette à chacun de pouvoir vivre de son travail, de l'après-travail. Et encore une fois, le principe de la retraite, c'est vivre dignement ses dernières années de vie. 11h27, alors nous on a la chance d'être dans un métier où on n'a pas envie d'être en retraite, c'est plutôt le contraire. Les gens, faut les pousser pour qu'ils sortent... Je vous confirme. Mais oui, mais Jacques, c'est un vrai sujet qu'on dit là. Moi je comprends que certains métiers sont tellement difficiles. Mais bien sûr. Bon, nous, on est des privilégiés. On est des enfants gâtés. Des ultra privilégiés. Bah, vous, enfants gâtés, je dirais pas, mais en tout cas... Moi je le dis, me concernant, je le dis. Non, je dirais pas que vous êtes un enfant. Gâté, oui. Merci Béatrice. Merci à vous. Merci beaucoup. 11h27, on marque une pause et on continue ce débat avec les prises de position des joueurs de l'équipe de France. Du coup, on parle absolument pas du match de l'équipe de France.
Au moins, ça vous préserve du pronostic, cher Jacques Vendroux. Alors justement, on en parlera après. Faut bien en parler. Europe 1, Pascal Praud. Alors évidemment, beaucoup d'artistes prennent la parole. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit productif. Et je pense même que ça peut agacer bon nombre de nos concitoyens. Alors on va écouter par exemple Bérénice Bejo et Danny Boone, parce que les artistes, ils prennent toujours la parole dans le même sens. Et ceux qui se risqueraient à défendre leur Rassemblement national, je pense que ça serait la dernière fois qu'on les invite. Donc écoutez, Bérénice Bejo et Danny Boone, c'était samedi soir dans l'émission Quelle époque sur France 2. Mais moi, je suis naturalisée française. Vous êtes née en Argentine? Je suis née en Argentine, je suis comme Thomer, Moi, je suis la fille d'une république qui m'a acceptée, qui a accepté mes parents. Je suis là aujourd'hui, on est fiers de moi. Les Argentins, ils écrivent des pages sur moi dans le journal grâce à Sous la Seine, mais c'est grâce à la France que je suis là. Je trouve ça tellement triste que les jeunes ne réfléchissent plus, ne lisent plus et s'engouffrent dans les extrêmes. Ça me fait tellement de peine. Je suis très, très triste, en fait. Très beau ce qu'elle vient de dire. Oui, c'est très beau. Mais je suis moi-même issu d'un mélange. Mon père était immigré kabyle, il venait d'Algérie, voilà, il a été accueilli. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. C'est inquiétant, oui, bien sûr. On a l'impression de se lever tous les matins avec la tête une chape de plomb un peu. Ouais. Moi, je suis vraiment triste. Et en même temps, quand on parle aux gens, quand on va les voir, quand on les rencontre, il y a moins ça. Il y a moins. C'est très bizarre. On n'ose plus parler. Enfin, franchement, on ne sait plus. On est un peu perdu, je pense. Écoutez, Bérénice Bejo, et je répète, je ne sais pas si vous voulez réagir avec plaisir. Sur ces paroles. Je pense, pour tout vous dire, que beaucoup d'artistes, sincèrement d'ailleurs, voient le Rassemblement national tel sans doute qu'il n'est pas. Voilà. Oui, qu'il imagine que vous êtes vraiment des fascistes. Et pourquoi pas, que si demain vous êtes au pouvoir, ils ne pourront plus s'exprimer. Ils ne pourront plus s'exprimer, que les Français seront muselés et que des camps seront pourquoi pas ouverts, ou ceux qui ne sont pas d'accord avec le Rassemblement national iront passer quelques temps. Voilà, pour... bon. Alors, on peut ne pas être d'accord avec le Rassemblement national, et c'est mon cas, journalistiquement, et je vous apporte la contradiction, bien sûr, sur le problème économique, sur le problème géopolitique. Bon, mais je ne vous fais pas le procès, effectivement, en nazisme, bien sûr. Et c'est peut-être ça qui, aujourd'hui... d'ailleurs, ça doit être un motif de réflexion pour vous, parce que ce serait intéressant, peut-être que vous exprimez mal, peut-être que pourquoi... si, peut-être... Il y a sûrement des intérêts, parce que je pense que Madame Bejo, elle est sincère. Elle est sincère, elle pense que vous êtes le diable, sincèrement. Alors, comment vous l'expliquez ? Déjà, le peuple français est un peuple mature, qui ne se laisse jamais dicter ses votes, ses opinions par qui que ce soit. Ouais, et certainement c'est pas ma question. Non, mais je vais vous répondre. C'est pas mon analyse, je vais vous répondre. Comme disait l'autre, c'est ma réponse. Mais je vais vous répondre. Très clairement, ces pauvres petits millionnaires qui sont totalement déconnectés des souffrances, des préoccupations et des réalités des Français. Madame Bejo ne touche pas et ne touchera pas 900 € de retraite par mois. Madame Bejo, elle n'a pas de problème pour remplir son caddie au début du mois. Madame Bejo, elle n'a pas de problème pour se chauffer ou pour se soigner. Bon nombre de ces artistes, d'ailleurs, vivent à l'étranger. Nous donnent des leçons de Miami, de leur rooftop à Las Vegas, à Los Angeles ou autres, ne payent pas leurs impôts en France et se permettent de donner des leçons de démocratie à ce peuple français qu'ils méprisent. Très clairement, les Français se détournent de ces gens-là, ne supportent pas ces gens-là. Ne supportent pas effectivement les leçons de morale, ne supportent pas les leçons de démocratie et ne supportent pas les épouvantails. Parce que la réalité, c'est que le Rassemblement national, aujourd'hui, rassemble de plus en plus de Français. Parce qu'il rassure. Parce que le Rassemblement national est un bouclier républicain sur les valeurs de notre pays, sur nos institutions. Parce que le Rassemblement national protège le pouvoir d'achat dans les solutions qu'il porte. Et je tiens quand même à me rappeler, pour éloigner toutes les caricatures qui sont portées par ces gens-là, quels sont les départements et les territoires où le Rassemblement national fait le meilleur score ? Les départements et territoires d'outre-mer. Aux élections européennes, Jordan Bardella a fait 52% à Mayotte. Mayotte, c'est quoi ? C'est une petite île, c'est un département français qui est constitué principalement
de Français de couleur noire de confession musulmane. Ces Français de couleur noire de confession musulmane voient dans le Rassemblement national le seul espoir pour qu'ils restent français et pour qu'ils puissent vivre en sécurité. Et c'est partout pareil, en Guadeloupe, en Martinique et même en métropole. Bon nombre de nos concitoyens d'origine immigrée, aujourd'hui, ont envie de rester français et se disent que le seul parti, le seul mouvement, les seules idées sont celles qui sont portées par le Rassemblement national. Alors, j'entends ce que vous dites, mais vous n'avez pas répondu vraiment à mon interrogation. Comment expliquez-vous alors que tout ce monde artistique dise ce qu'il dit ? Je pense que ce monde artistique est gangréné par l'idéologie de gauche, principalement, que l'essentiel des artistes, c'est comme ça, et je le déplore, ont été infusés par une culture de gauche et une culture anti-Rassemblement national, avec des préjugés honteux, avec des caricatures. Je veux bien accorder qu'il y a eu, par le passé, des excès de langage, qu'il y a eu des phrases malheureuses, je ne vais pas vous refaire la liste, qui ont pu alimenter ces caricatures. Mais objectivement, aujourd'hui, si on regarde programme contre programme, si on regarde comportement contre comportement, solution contre solution, quelle est la menace aujourd'hui pour ces artistes, pour la liberté d'expression, pour la culture française ? C'est pas le Rassemblement national, c'est bien l'extrême gauche aujourd'hui qui est une menace. Il est 11h40. D'ailleurs, je rappelle que l'extrême gauche, au pouvoir, au-dessus de 400 000 € annuels, elle prend 90% d'imposition. Donc je pense que tous ces jeunes gens qui s'apprêtent parfois à voter pour le Rassemblement national, ils sont souvent, pas tous évidemment, mais parfois ils peuvent être au-dessus de 400 000 €. Je ne vous parle même pas des footballeurs. Parce qu'avec une mesure comme celle-là, il n'y a plus de football en France. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un footballeur qui reste. Ils partent tous. Puisque au nom de la concurrence, ils partent tous. Donc un salaire, je répète, le Front populaire propose au-dessus de 400 000 € annuels, 90% d'imposition. Vous n'avez plus de footballeurs. Voilà, c'est concret, il n'y a plus de footballeurs en France. Vous n'avez plus d'équipe. Personne ne reste, Jacques. Mais c'est normal, attendez, je vous écoute religieusement, mais c'est malheureusement la vérité. Bon, Isabelle, je ne voudrais pas me mouiller politiquement, je veux dire, mais c'est malheureusement la vérité. Voilà, c'est tout. Moi, je ne dis pas c'est bien, c'est mal. Pascal, moi je dis que c'est mal, c'est tout. Isabelle est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Alors, je voudrais quand même, avant qu'on écoute, parce qu'on n'a pas écouté, on a écouté Madame Béjot, est-ce qu'on peut écouter Anne Sinclair ce matin ? Parce que c'est toujours intéressant de voir les voix. Formidable, elle est formidable. Eh bien, écoutons Anne Sinclair. Elle était exceptionnelle. Pourquoi le RN, aujourd'hui, est en position de force ? C'est facile. Ils n'ont jamais gouverné, comme vous dites. On a tout essayé. Les gens se disent, on a tout essayé, pourquoi on n'essayerait pas cela ? Mais parce que cela, c'est l'inconnu. C'est le vertige. C'est le précipice. On ne peut pas confier les clés de la France, à ce parti, qui est un parti xénophobe, qui est un parti qui a été fondé par des anciens collabos. Et on cache ceux qui sont gênants au fur et à mesure. Oui, je suis en colère parce que le président de la République a commis un acte que je trouve impardonnable et irresponsable. Bon, elle n'est pas en colère manifestement quand son ami François Hollande concourt sous la bannière du Front populaire avec Monsieur Poutou qui est également sous la bannière du Front populaire. C'est le 2 poids 2 mesures. Là encore, dans cet espace qui horripile, je pense, souvent les Français, c'est tout simplement le 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les indignations qui sont pour le moins à géométrie variable. C'est ça qui indispose les uns et les autres. Alors je ne sais pas si vous voulez répondre à ce que dit Madame Sinclair. Elle dit que vous êtes un parti xénophobe. Non, mais j'ai même plus envie de lui répondre. Mais Anne Sinclair, comme d'autres, effectivement, ne partage pas les réalités, le quotidien des Français. L'insécurité, ils ne connaissent pas. Les 120 attaques au couteau par jour dans notre pays, ils ne connaissent pas. La loi des racailles dans certains quartiers, ils ne connaissent pas. Ils sont évidemment immunisés et protégés de tout ça. Les problèmes de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, pour eux, c'est uniquement du fantasme, de la mythologie et des gros titres sur les journaux. Mais ils ne savent pas dans leur chair, dans leur quotidien, ce que ça représente. Donc donner des leçons aujourd'hui, essayer de faire peur, mais comme il y a 40 ans. En fait, ils recyclent ces mêmes arguments comme il y a 40 ans. Et c'est ça qui est navrant dans notre démocratie. Que l'on soit contre le Rassemblement national, c'est tout à fait, j'allais dire, normal en démocratie. Il y a des idées, il y a des courants d'opinion qui s'opposent. Mais sur le fond, sur des propositions, projet contre projet, là on a des épouvantails, on a la tentative de faire peur parce qu'ils n'ont
que ça comme argument. Ces gens-là ne travaillent pas, ils n'ont que l'argument de la peur pour essayer de détourner des électeurs qui viennent à nous de plus en plus. Et je pense que ce genre de discours, finalement, favorise le vote Rassemblement National. C'est ça le paradoxe, effectivement, c'est ce qu'on dit souvent. Alors, Isabelle, vous allez être avec nous, je vous ai fait patienter un peu, mais on va marquer une pause. Si ça vous ennuie pas, Isabelle, vous appelez de Normandie. Mais non. Pourquoi mais non? Oui, c'est ça. Non, je dis c'est parce que j'attends. Bah oui, mais ça c'est pas bien ça. Hein. Oui, Monsieur Guénec, Et la semaine dernière, on n'avait pas passé la petite chanson C'est lundi. Oui. Donc, je vous rappelle que ça, c'est une erreur. Parce que vous savez qui m'a appelé? Qui? Jesse Garonne, il était pas content. Il m'a dit, vous n'avez pas pensé ma chanson C'est lundi, alors que la vie, ah mais attendez, c'est une stratégie ça. Quand on la passe, il nous appelle pas. Si on la passe pas, il va nous appeler. Jesse Garonne, dit Jesse Garonne, qui n'a plus chanté depuis quelques années, n'est pas content quand sa chanson ne passe pas, cher ami. Ah d'accord, mais il n'est pas content quand on la passe non plus. Moi, donc nous reviendrons, vous connaissez, vous nous écoutez pas, Monsieur Odoul, j'imagine, vous avez autre chose à faire. J'essaye de temps en temps. Mais... Chaque lundi, nous rendons hommage, vous n'étiez pas né quand quand cette chanson C'est lundi, vous ne la connaissez pas de Jesse Garonne? Non. Bon voilà, vous savez, vous riez, mais vous savez pas de quoi je parle en fait. Bon, c'est un peu il fait comme moi. Oui, c'est un peu le principe de cette émission. Oui, on comprend rien, mais on rigole. On comprend rien, mais on rit. Bon, ok. Jacques Vendroux, il est en pleine forme. Il prépare son pronostic pour ce soir. Il a bonne mine. Évidemment. Très bien, là. Il a bonne mine. Bon, à tout de suite. On peut parler quand même de France-Autriche, non? Oui, France-Autriche. Il y a des pubs, Jacques, pardon. À tout de suite, Jacques. D'accord. Votre salaire qui est très important, comment on va le payer si on ne passe pas de pub? Vous croyez que c'est Monsieur Odoul qui va vous donner de l'argent? Il va vous en retirer quand il sera au pouvoir, croyez-moi. C'est la France Insoumise qui va tout taxer. Voilà, croyez-moi, ça va changer, votre vie, ça va changer. Là, bien fait. Voilà, vous allez sauter à la corde, là, il va falloir que vous payiez. À tout de suite. Donc c'est lundi. Isabelle, que voulez-vous nous dire? Vous nous appelez d'où, Isabelle? Alors, j'appelle de Normandie. Est-ce qu'on peut connaître votre orientation politique? Alors, mon orientation politique, qui a un petit peu viré, récemment, plus que récemment, j'ai voté aux dernières élections présidentielles pour Reconquête. Parce que je trouve que tous les sujets qui sont portés maintenant haut et fort et dont on ne parlait pas avant la prise de parole de Zemmour sont maintenant ouvertement et librement discutés. Donc il aura beaucoup apporté à la France grâce à ça. Et là, compte tenu de ce qui se passe, puisque M. Zemmour ne met personne en face de la liste RN, je vais voter RN. Et rien ne me fera changer d'avis. Bon. Et surtout pas ces artistes et ces footballeurs. Ah non, alors que je suis très fan de Mbappé. Donc je peux vous dire que c'est vraiment, je suis très 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 déçue. Pour moi, ils peuvent inciter des jeunes, qu'il incite des jeunes à voter. Oui, c'est un geste civique. Maintenant qu'ils viennent donner des leçons, je pense qu'il est très très mal placé. Il vient donner des leçons à des gens qui vivent vraiment en France, qui vivent beaucoup de choses en France, même des gens de la cité, qui vivent de l'insécurité, qui subissent les racailles. Il prend position pour des racailles. On se souvient quand même de l'affaire Naël, où là, vous l'avez qualifié de petit ange. Par contre, je ne l'ai jamais vu prendre position pour prendre la parole pour défendre des gendarmes ou des policiers qui sont tués ou blessés, alors que ces gens-là le défendent, puisque je pense qu'il y a un gros service d'ordre pour les protéger, ces footballeurs, ces grands footballeurs que beaucoup de gens adulent. Et heureusement qu'il y a les services d'ordre qui sont là pour les aider, les soutenir. Et quant aux artistes, qui sont complètement hors sol, qui peuvent mettre leurs enfants dans des très belles écoles, dans des beaux quartiers, qui peuvent faire ce qu'on appelle les bobos, qui peuvent aller à l'étranger du jour au lendemain, même s'il se passe quoi que ce soit en France, parce qu'ils peuvent se payer des défiscalistes, des avocats. Ce ne sera pas ce qui nous arrivera à nous. S'il arrive, non pas, ma grosse crainte, c'est surtout pas le RN, mais surtout l'extrême gauche. Donc voilà, je suis vraiment très remontée après ces gens. Dans la vie professionnelle, Isabelle? Je travaille dans les ressources humaines. D'accord. Dans une petite, dans une grande entreprise? Grande entreprise, dans il y a une des ressources. PME qui travaille dans les recherches cliniques. Parce que pour avoir les ressources humaines, c'est une entreprise qui fait combien de personnes? On est 50 personnes, mais je suis DRH au sein de cette entreprise. Mais il y a combien de DRH dans une entreprise de 50 personnes? Il y a une ou deux personnes, simplement. Il n'y a que moi, il n'y a que moi. Ouais. Donc on est tout de suite directeur quand on est tout seul, ce qui est l'avantage. Oui, non, c'est ça. Mais en fait, c'est surtout que je ne voulais plus être dans des grosses entreprises. Après, suite à des rachats, voilà. Et est-ce que vous trouvez que vous êtes confronté à des problèmes de sécurité dans votre vie de tous les jours? Oui, alors moi je vais vous dire, nous étions en Normandie, nous habitions dans l'Eure. Alors si vous connaissez un petit peu,
Le paysage de l'Eure a énormément changé, notamment la ville d'Évreux, où là on peut dire qu'effectivement le paysage a complètement mais radicalement changé. On regarde par terre, etc. Et on subit beaucoup de vols, d'insécurité, d'arnaques, etc. Donc on est venu dans la Manche, où là on s'est dit génial, quand on est arrivé ici à 4 ans, c'est super, au moins ici on se sentait revivre. Sauf que depuis que on nous envoie énormément de migrants, qu'on voit oisifs dans les rues, par contre qui sont très très bien habillés, qui ont des beaux téléphones, on est rentré dans l'insécurité aussi ici. Non mais c'est terrible parce que votre témoignage, évidemment, ce n'est qu'un témoignage bien sûr, mais souvent c'est peut-être ce qui explique la déconnexion qu'il y a entre l'élite et puis ce que vivent les uns et les autres en France. Mais quand vous entendez cela, Monsieur Odoul, vous êtes capable de prendre l'engagement au pouvoir de dire dans 3 ans il y aura plus de migrants qui viendront, par exemple, les frontières seront arrêtées, l'asile, souvent l'asile est dévoyé, on le sait bien, et il faut accueillir les gens qui sont en très grande difficulté, bien sûr, c'est la tradition française, mais tout le monde s'accorde à dire que les réfugiés, c'est parfois... Moi, je connais mal ces systèmes-là, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas confronté au dossier, on ne sait pas comment ça se passe. Précisément. Mais est-ce que vous êtes capable de dire dans 3 ans, par exemple, ces problèmes-là n'existeront plus ? Je peux garantir et assurer à Isabelle que nous mettrons tout en œuvre, effectivement, pour lutter contre l'immigration massive avec des propositions extrêmement simples. Parce que ce qui a manqué ces dernières années, c'est pas tant seulement les moyens, c'est surtout la volonté. Les gouvernants, les différents gouvernements n'ont jamais voulu considérer l'immigration de masse comme un problème. C'est un problème. Si on prend juste le cas des OQTF, obligation de quitter le territoire français, jamais le gouvernement de la France n'a imposé un rapport de force avec les pays de départ, avec les pays d'origine, pour qu'ils repartent, pour qu'ils reprennent leurs ressortissants quand ils sont délinquants ou criminels. Quand vous avez un taux d'exécution des OQTF de l'ordre de 6%, c'est dérisoire. On voit bien que ça n'a pas été une priorité. Avec nous, ce sera une priorité. Et les moyens que nous avons sont énormes, c'est-à-dire la coopération internationale, solidarité internationale, transfert de fonds. Encore une fois, on a tous les leviers pour faire que la loi de la République soit appliquée et qu'on puisse protéger les Français. Parfois aussi des lois européennes qui ne facilitent pas les choses, paraît-il, pour solutionner les problèmes en France. C'est en tout cas, quand je dis paraît-il, c'est en tout cas ce que disent Gérald Darmanin ou d'autres. Nos voisins allemands n'ont pas de problème. Nos voisins allemands, s'ils veulent rétablir les frontières, ils le font. S'ils veulent faire du patriotisme économique, ils le font. S'ils veulent expulser les délinquants et criminels étrangers, ils le font. Donc nous souhaitons avoir, et nous aurons, un gouvernement d'union nationale qui prendra à bras-le-corps le sujet de la sécurité des Français, le sujet de l'immigration et du pouvoir d'achat, étant donné que les 3 sujets sont liés. Donc je peux rassurer Isabelle, nous avons la volonté, nous avons les moyens et nous aurons, encore une fois, la majorité pour le faire. Bon, eh bien, merci beaucoup, Monsieur Odoul. Vous étiez là dans cette première heure pour évoquer ces sujets-là. Jacques Vendroux était là, mais peut-être, Jacques, on peut le garder quelques minutes pour parler du foot quand même, cher Laurent Tessier. Ça sera après la pause, parce que là, il a un prono. Il a son tableau noir. Il sera à l'antenne ce soir, Jacques, à 21h. Il a son tableau noir, je le dis pour les auditeurs. Quel il a tableau son tableau. Là, vous avez un tableau noir. J'ai des notes. Là, vous avez l'équipe devant vous. Mais non, mais j'ai l'équipe pour la composition des équipes. Ça s'appelle le tableau noir. Oui. C'est à la compo de l'équipe. Oui, on va jouer avec Dembélé, Mbappé et Thuram devant. Vous regrettez que Giresse ne soit pas aligné dans cette équipe, c'est ce que vous disiez ce matin. Giresse, oui, je regrette infiniment. n'est pas là non plus. Et là, vous dites c'est pas normal. Pas normal. Trésor. J'aurais aimé Marius Trésor, j'aurais aimé Hugo Loris. Mais bon, on peut pas vivre sans arrêt avec le passé.